Bonjour à tous et à toutes, vous regardez la troisième et dernière partie de notre série sur l'anarchie et le groupe Kropotkin. Pour planter un peu le contexte, même si je l'avais déjà un peu évoqué dans l'introduction de l'épisode 1, nous étions à la période présidentielle, vraiment juste quelques jours avant le premier tour. C'était la dernière ligne droite, on était au plein cœur de la campagne, tous les candidats, tous les partis politiques donnaient des meetings aux quatre coins de la France, et nous, en ce qui nous concerne, on a eu la venue à Laon du parti d'Éric Zemmour, le parti Reconquête. C'était une délégation, il n'y avait pas Éric Zemmour, mais il y avait plusieurs de ses cadres, dont Jean Messia et Stanislas Rigaud. Là-dessus, les anards du groupe Kropotkin ont eu vent de cette rencontre et ils ont décidé de mener une action, à savoir plus précisément une contre-manifestation. Ça s'est monté très très rapidement. Pour ainsi dire, 24 heures avant, on ne savait pas si véritablement il y avait un meeting. On entendait même que ce serait Zemmour lui-même qui viendrait, etc. Bon, au final, il y avait du vrai et il y avait du faux. Il y avait vraiment juste quelques heures pour s'organiser, et donc ce qui a été décidé, c'est de créer des pancartes et des banderoles, et d'aller chanter des chants révolutionnaires dans la rue, devant le bâtiment qui accueillerait la réunion. Bon voilà, il n'y a pas besoin d'avoir regardé plus d'infos, la contre-manifestation a eu lieu, et à la suite de ça, avec l'étincelle, on a voulu proposer aux anards de débriefer l'action, à froid, et notamment en leur proposant une séquence vidéo qui retraçait toute la contre-manifestation. Pour nous, c'était important de revenir là-dessus parce que ce genre de moment est très révélateur d'une des fractures de notre société. Et malgré que le sujet soit un petit peu touchy à traiter pour une de nos premières vidéos, l'occasion s'est imposée et on a souhaité avec cette vidéo tenter de proposer quelques pistes de réflexion. Voilà, j'en dis pas plus parce que c'est un peu compliqué comme positionnement, parce qu'on a besoin de faire entendre le point de vue de l'étincelle aussi dans cette vidéo, mais je veux pas vous influencer avant le début de la séquence et des interviews des 4 membres du groupe qui viendront se prêter à l'exercice. Donc le plus simple, c'est que je vais vous laisser avec la séquence qu'on a fait visionner aux anards, et on viendra à la fin débriefer tout ça. C'est parti. Après, je me suis que dans le dos, il y a énormément de monde. Ça marche? Ouais, c'est. Ouais. Mais attends, ça. Ce qu'il y a, c'est. C'est plus quoi faire dans le corps. Oh T'as vu, ça klaxonne hein, quand même. Peut-être pas pour nous. Pas de vachon dans nos quartiers. Yes, bébé. Nos partisans, à travers toute l'Ukraine, se lever nos partisans. Tu faisais pas la cuisine, tu chantais. Ah oui, c'est vrai. Dépêche-toi, allez, vas-y, facho. Comme ça. Debout, 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 seul dans notre malheur, les femmes, loin de l'ange ignoré, ils nous ont divisés. Merci d'être venus aussi nombreux. C'est chant. Merci. Et là, la récupération, tu vois, pour Vous les. êtes trop mignons, merci beaucoup. Voilà. Et bien c'est bien, Merci. les gars, ils sont complètement identifiés. Médias qui trouvent. Je m'attendais pas à ça. Enfin, Moi non plus. pour moi, c'est ma première action que je fais pour accueillir un meeting d'extrême droite.
Et ouais, c'est plus ça qui m'a choquée, puis des jeunes en fait. Et moi, ce qui m'a un peu choquée, c'est des femmes. C'est ça. Quand on entend les discours de Zemmour, Exactement. Qu'est-ce que foutent les femmes avec lui en fait? Comment ces gens-là en sont-ils arrivés à ce stade-là? Est-ce qu'ils sont en perdition? Est-ce qu'ils sont à la recherche de quelque chose? Est-ce qu'ils veulent essayer une nouveauté? On entend souvent ce genre de discours. Les gens disent on en a marre de la droite, de la gauche, des extrêmes. Et nous, on voudrait essayer une autre voie. Et Zemmour, il a très bien compris qu'il y avait un marché potentiel pour lui. Et pour moi, c'était important, en plus avec la chorale de femmes, d'être là, de montrer qu'il y a une chorale de femmes qui peut s'organiser et chanter des chants révolutionnaires. Et enfin, quand je fixais cette jeune femme du regard, elle nous regardait, quoi. Et si le soir, dans son lit, elle s'est dit, merde, il y avait quand même des femmes qui chantaient dehors. Si c'est une petite graine, pour moi, on plante des petites graines, en fait. Même si c'est de l'ordre du symbolique, moi, je trouve que c'est important d'y être. Et en plus, il y a eu de la créativité dans la contestation. On n'a pas été là juste pour vociférer des mots de haine, etc. Ça, la haine, on peut leur laisser. Mais les chants, moi, je pense que c'est une manière intelligente. Mais bon, on a bien vu comment c'est retourné. Ils vont pas citer les anarchistes, ils vont citer les antifas, par exemple, les antifas, tout ce qui correspond au spectre qui fait peur aux gens, quoi. Il y a des mots comme ça pour essayer de discréditer des idées. Bon, ils le font, ils matraquent et les cortèges de tête avec les black blocs, les casseurs, Mais je trouve que c'est de bonne guerre qu'eux essayent de faire ça. Bon, à nous de réagir. Ce qui nous a frappé, c'est le contraste entre la manifestation et les activités quotidiennes du groupe, qui sont en grande partie tournées vers la sensibilisation et le faire école. Naturellement, la question qui vient, c'est est-ce qu'invectiver une personne de facho peut amener cette personne à faire évoluer un tant soit peu sa vision ? C'est une très bonne question. Non, je pense pas que les traiter de facho et de raciste, ça les fait réfléchir le soir, en fait. Le groupe ne se posera jamais de questions, je pense, parce qu'ils sont dans l'entre-soi, entre fachos, racistes et tout, ils sont trop contents, en fait, d'être fachos, mais le soir, peut-être que... Ouais, on sait pas ce qui se passe, en fait, dans la tête individuelle des gens quand ils se retrouvent seuls et qu'ils sont face à leur... Ils se sont fait quand même insulter toute la journée, de fachos, de racistes. Bon, on sait que c'est pas non plus être une fierté d'être facho, quoi. De là à changer les idées, non, c'est une petite graine, quoi. Peut-être qu'un jour, elle poussera. Et peut-être qu'elle poussera jamais. De toute façon, l'émancipation, elle passe avant tout par l'éducation. Lutter pied à pied, directement au contact contre les fachos de tous bords, c'est pas directement, en tout cas dans notre coin, dans notre coin qui est assez... Voilà, on est quand même dans une petite ville, une ville moyenne. Ça fait pas partie de l'ADN du groupe Kropotkin. Nous, alors ici, on a fait le choix de la culture, d'être dans le culturel. Approcher les gens par le biais de la culture, les bouquins, de la musique, des pièces de théâtre, des rencontres, des conférences. On n'est pas pour déglinguer toutes les vitrines de la ville, ni péter les distributeurs de banque, ni... Non. On les laisse pas non plus agir, dans le sens où ils font du mal, ces gens-là. Enfin, je veux dire, le fascisme, c'est dangereux, c'est vraiment dangereux. C'est pas juste des idées un petit peu nauséabondes qui gênent ou quoi que ce soit. C'est des gens qui souffrent derrière. Je veux dire, si ces gens-là prennent la confiance, prennent leurs aises, ça veut dire des gens qui sont en danger, qui sont vraiment en danger. Enfin, on l'a vu quand le fascisme arrive au pouvoir ou au moins est toléré par le pouvoir, c'est des morts. C'est beaucoup de morts et c'est beaucoup de souffrances et ça on peut pas le laisser. On peut pas le laisser passer, tout simplement. Dans la continuité de la première question, lors de la dernière élection présidentielle, Marine Le Pen a recueilli 41% des voix, soit près de 13 millions de personnes. Est-ce que tous les électeurs d'extrême droite sont des fascistes ? J'aurais tendance à répondre tout ça. Pardon. Vas-y. À répondre. Je réfléchis encore. Tout simplement, oui. Déjà, je les connais pas tous. Oui. Et non, moi, je pense pas du tout. Ça m'étonnerait. Pas du tout. Faut pas se cacher derrière son petit doigt et dire il est pas raciste, il est pour l'intégration, il est prêt à attendre des excuses voilà. aux gens, quoi. Il y a quand même un vote qu'on appelle de protestation. On fait la responsabilité de l'extrême droite, de la présence de l'extrême droite, c'est la gauche. Faut pas oublier que c'est Mitterrand qui, avec l'introduction du système proportionnel,
a galvanisé, a fait sortir Le Pen de la marginalité. Tout ça pour combattre, asseoir leur pouvoir, combattre les autres fractions politiques. Et puis après, le fascisme, ça se tue dans l'œuf. Hein. À partir du moment où il commence à être omniprésent, occuper les postes, c'est beaucoup plus difficile parce que il fonctionne sur des ressorts primaires, et les ressorts primaires pour toute une catégorie de gens non éduqués politiquement, ça marche. Donc il faut pas leur dénier une capacité à se faire entendre. C'est à nous de faire en sorte que d'être une opposition marquante. Donc ma réponse droit dans les yeux, oui, après un chat, c'est un raciste, c'est un fasciste. Puis il y a une personne qui n'aime pas les autres en fait. Nous les Anards, on aime tout le monde. Nous. Quelquefois on nous le reproche d'être un petit peu trop utopiste, d'être des doux rêveurs. Ben oui, mais moi je préfère être un doux rêveur, un utopiste, qu'un fouille merde. Un fouille merde à la droite, extrême droite. Leurs partis sont des partis fascistes. Sur le Rassemblement National et Reconquête, c'est quand même assez facile à analyser politiquement que ce sont des partis fascistes. Après, tous les électeurs ne sont pas des militants. On fait quand même la part des choses, la distinction. Il y a des gens qui votent pour ces gens-là pour 1000 raisons, dans 1000 contextes, et ce sont pas tous des fachos. On n'est pas là, justement, on lutte pour la nuance, la compréhension du monde. Si on veut changer le monde, il faut avant tout le comprendre. C'est pas pour être aussi bête qu'eux, et eux ils nous mettent dans un groupe, allez, ça c'est les antifas, c'est les gauchos, c'est les bolcheviks, les islamo machin et tout ça. On n'est pas aussi bête qu'eux à dire tous ceux qui ont voté un jour pour Le Pen ou pour Zemmour ou qui y ont pensé ou quoi que ce soit, c'est des fachos, on leur colle cette étiquette là et on s'approche pas. Non, je veux dire, ces gens-là, la plupart se trompent de colère, il faut plutôt aller vers eux, en discuter, et leur faire entendre que ce qu'ils ont dit c'était un petit peu léger, qu'ils sont allés rapidement, qu'ils ont sauté à des conclusions de façon un petit peu rapide sans forcément prendre le temps d'analyser la situation. C'est pas tous des gros crânes rasés prêts à en découdre avec tout ce qui est différent d'eux, encore heureux d'ailleurs. Pour cette troisième question, nous avons besoin de revenir sur la publication de Jean Messia où il remercie les antifas. D'ailleurs, petite digression qui a son importance, il dit que les antifas l'auraient attendu patiemment depuis des heures dans le froid. La seule vraie info ici, c'est qu'effectivement il faisait froid. Pour le reste, c'est de la mystification. Comme vous pouvez voir, la réunion publique de Reconquête était à 19h. Et quand on reprend la séquence dans la ville où les anards marchent en direction du lieu de la réunion, on peut voir que l'horloge de la mairie indique 18h45. Bref, on va pas épiloguer davantage, mais c'est toujours regrettable de voir quelqu'un censé représenter le peuple mentir à des fins politiques, et ça, peu importe le parti. On comprend bien la manœuvre, mais on peut légitimement se demander que ferait cette personne lors d'un événement important si déjà pour un fait aussi futile elle a recours au mensonge. Bon, ce n'est pas la troisième question, mais vous allez voir, il y a un lien. Quand on regarde le succès de cette publication comparé aux autres publications de Jean Messia, à la même période, on voit qu'il y a significativement plus de vues et 3 fois plus de réactions. Notre question donc, est-ce que ce type d'action est pertinente quand on voit l'instrumentalisation que cela génère ? Quand on dit que nous, on veut cultiver l'esprit critique, etc., et il faut apprendre aux gens aussi, quand on voit justement un reportage comme ça, à le décrypter. C'est important, nous, de pouvoir dire, vous voyez, leur info, comment elle est leur info ? Elle est à l'image du monde qu'ils nous proposent. J'entends un petit peu en creux qu'il y aurait le risque de leur faire finalement plus de publicité, ou en tout cas d'être contre-productif dans notre lutte contre l'extrême droite. Mais l'alternative, ce serait de pas lutter contre l'extrême droite, ce qui serait à mon sens beaucoup plus dangereux et beaucoup plus contre-productif. C'est pas la meilleure manière de lutter contre l'extrême droite, puisque la meilleure manière de lutter contre l'extrême droite, ce sont les livres. Mais ça veut pas dire que la lutte de terrain ne doit pas être un combat anarchiste pour autant. C'est un combat, c'est pas le plus important, c'est pas celui qui est le plus productif à la fois pour lutter contre l'extrême droite et à la fois pour amener de l'intelligence dans le débat, mais par contre, il y en a aussi besoin. Et enfin, pour terminer, au vu des scissions politiques qui fragmentent notre pays, comment ne pas s'enfermer dans sa lutte ? L'entre-soi, c'est une grande question qui, moi, je m'en rends compte chez les anards, effectivement, on est quand même dans un gros entre-soi entre nous, et... Ouais.
Et d'ouvrir les luttes, c'est compliqué. Nous, les anards et ce qu'on fait aussi à l'entraide, on convainc pas les gens de venir chez nous. Genre, c'est trop bien, il faut venir, quoi. Absolument, c'est nous les meilleurs. Bah non, parce qu'on laisse faire les gens, en fait. On laisse leur prendre leurs responsabilités à eux. Et puis c'est un long cheminement, et il y a des gens qui viendront jamais. L'anarchie est une direction, c'est un horizon vers lequel on marche, mais qui est inatteignable en soi. C'est pas la fin de l'histoire au sens hegelien du terme ou quoi que ce soit, c'est vraiment quelque chose qui est toujours en mouvement et on va toujours dans une direction en fait. Il y a pas, c'est pas on a des idées arrêtées un jour et on n'en bouge plus, on reste retranché dans notre idéologie et le but du jeu c'est de calquer notre grille de lecture idéologique sur l'ensemble du monde et tout faire rentrer dans les cases même si c'est un petit peu de traviole ou quoi que ce soit. Non, on réadapte en permanence notre façon de voir le monde. Il y a 150 ans, les anarchistes étaient plutôt productivistes. Aujourd'hui, avec ce qu'il y a eu comme cheminement de pensée, notamment vers la décroissance, vers une critique plus radicale du travail, une manière d'envisager notre rapport à l'environnement au sens très large d'environnement, et le mouvement anarchiste a plutôt tendance à aller vers l'antiproductivisme. Et c'est ce sont des choses qui peuvent changer, qui peuvent se mouvoir. L'anarchisme n'est pas figé en fait, et ça évite justement le pourrissement intellectuel du mouvement politiquement. C'est important d'en avoir conscience, je pense, dans nos milieux militants, parce que même être militante, en fait, c'est quand même réservé à certaines parties de la population qui, pour moi, peut se permettre. Enfin, quelqu'un de pauvre, un SDF qui vit dans la rue, il a d'autres préoccupations en fait que militer contre tout un gouvernement entier en fait. Parce qu'il y a d'autres préoccupations chez les gens. Quand ils gagnent 300 balles du mois, en fait, on pense à bouffer et à faire vivre ses enfants plutôt qu'aller dans la rue et gueuler son mécontentement en fait. Donc on est là aussi pour les gens qui ne peuvent pas militer. Et le jour où ils pourront militer, ils savent où venir nous chercher en fait. Parce qu'on est déjà installés. Non, il faut être là où les gens sont et là où ils se battent sur leur terrain de lutte. Et c'est notre place. Donc on y est. Parfait. C'est une belle conclusion. Et c'est maintenant à l'étincelle de prendre sa place dans cet épisode. C'est assez délicat de rentrer dans le sujet parce que comme mon intervention arrive à la toute fin, le risque c'est que ça passe un peu pour la morale de l'épisode alors que c'est clairement pas du tout l'objectif. Ce qu'il faut dire déjà c'est que cette mission elle a été particulière, bon même si toutes les missions sont particulières, mais celle-ci elle a été par notre positionnement. On a été presque exclusivement que spectateurs. D'habitude on prend pleinement part aux activités du groupe ou du collectif qui nous accueille, ça fait partie de l'ADN de l'étincelle. Si vous avez vu la vidéo sur Jabrozad, vous l'avez peut-être remarqué, ou sur les prochaines missions qui vont arriver, qui vont sortir les prochaines semaines, vous verrez que c'est quelque chose qui est constituant de l'essence même de l'étincelle. Alors pourquoi avoir fait différemment ici ? Déjà parce que c'était une volonté des anards. Ils font bien le distinguo entre un sympathisant et un membre du groupe, ce qui était totalement compréhensible du point de vue politique. D'ailleurs même nous sur place on cultivait cette différence, cette dissociation, et c'est notamment pour cette dimension politique où nous on devait garder une certaine distance parce que nous sommes un collectif. Nous n'avons pas de ligne politique précise, nous traitons des sujets qui sont en partie politiques, mais nous n'avons pas de ligne politique commune et nous n'en souhaitons pas. Nous souhaitons au contraire cultiver cette diversité au sein du groupe. L'étincelle elle a pour vocation de rassembler des personnes curieuses, des personnes qui ont envie d'aller à la découverte, d'aller comprendre des choses. Et du coup, c'est simplement ce qu'on a fait ici. L'anarchie, c'est un mot que tout le monde connaît, tout le monde l'a déjà entendu et tout le monde peut être amené à l'utiliser. C'est comme une espèce d'entité qui flotte là quelque part, mais au final, qu'est-ce qu'on sait vraiment de l'anarchie ? Combien de personnes aujourd'hui ont une opinion sur l'anarchie, qu'elle soit positive ou négative, et combien de personnes finalement savent véritablement ce que c'est l'anarchie ? C'est pas le seul sujet victime de ce genre de procédé, malheureusement, on est bien d'accord. Il y a une tendance aujourd'hui à aimer ou détester par principe, mais c'est justement pour ça qu'on a voulu aller à la rencontre de ceux qui font l'anarchisme aujourd'hui. C'est ce qu'on essaie de retranscrire par ces vidéos, par cette série. Les documentaires, c'est une forme d'extension de nos aventures. On n'essaie pas de faire adhérer qui que ce soit à quoi que ce soit. On tente d'en faire un outil qui puisse donner à réfléchir en passant par des prismes différents, à savoir, comme vous avez pu voir dans la série, la question du collectif, la question plus personnelle, la question de l'histoire. Après, c'est à la charge de la personne qui regarde cette série de prendre ce qui lui convient bien et de laisser ce qui lui convient moins. Pour en revenir à la contre-manifestation, et là je tiens à préciser que je parle en mon nom et non pas au nom de l'étincelle parce que j'étais le seul membre présent au moment des faits sur place. Personnellement, je ne me retrouve pas dans ce type d'action, mais ça a été quelque chose qui a été très marquant pour moi et c'est vraisemblablement un des temps forts de mon année. C'est quelque chose de se retrouver sur le terrain dans ce climat, se retrouver avec sa caméra en pleine rue, avec d'un côté sur un trottoir des personnes en train de crier « pas de fachos dans nos campagnes, en campagne contre les fachos » et de l'autre côté
à quelques mètres sur le trottoir d'en face, d'autres personnes en train de crier « Vive le roi », c'est quelque chose qui n'est pas du tout pareil à recevoir sur le terrain, bien évidemment, que sur des vidéos sur internet. Après, je ne m'y retrouve pas, mais j'ai entendu les raisons qui font que pour les anards, ce type d'action fait partie de leur logiciel, et j'espère que cette vidéo sera assez qualitative pour pouvoir proposer des pistes de réflexion. Bien sûr, c'est des sujets qui mériteraient des heures et des heures de discussion, et on va pas le faire ici, bien entendu. On glisse doucement vers la fin de cet épisode, et ce qu'on espère avec cette série, c'est d'avoir participé à notre échelle à faire sortir du manichéisme ce sujet qu'est l'anarchisme. Après, bien sûr, la meilleure façon de rencontrer ce sujet comme tous les autres, c'est l'expérience personnelle, c'est aller à la rencontre de ces personnes, et c'est ce sur quoi on veut insister. Vraiment, n'hésitez pas à aller rencontrer les anards de l'an du groupe Kropotkin. En ce qui nous concerne, nous, à l'Étincelle, merci d'avoir regardé ces vidéos. N'hésitez pas, bien sûr, à les partager à votre entourage. Ça permet vraiment de donner de la visibilité à notre projet et aussi aux projets qu'on rencontre. Il y en a d'autres qui vont bientôt arriver. Merci encore pour votre attention. C'était l'Étincelle. Ciao!